Moi, d'être violée, c'était pas grave. Ce que j'avais peur, c'est qu'on me tue. C'est grave ce que je dis, mais j'en étais là. Dans la survie, on laisse pas place au traumatisme. Et en fait, une fois que, enfin, le corps peut se relâcher, là, tout peut sortir. Une fois que tu as un logement, dans la tête, tu es toujours à la rue. Et là, il faut travailler, là. Il faut travailler sur soi. Bienvenue sur Feméliste. 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 Là où les esprits libres prennent le pouvoir. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Sur Feméliste, nous avons envie de vous proposer des portraits de femmes, d'être dans un féminisme connecté au réel qui parle des vraies spécificités des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons Elina Dumont. Elina, c'est une femme que j'ai rencontrée en 2019. À l'époque, je réalisais des podcasts, j'avais fait une série sur la place des femmes dans l'espace public et j'étais allée rencontrer Elina pour qu'elle me raconte ce que c'est pour une femme de vivre à la rue. Elina, c'est une enfant de la DAS, l'ancêtre de l'aide sociale à l'enfance. À 18 ans, elle est mise à la porte et elle vivra 17 ans dans la rue. Elle a réussi à s'en sortir et en 2013, elle raconte son histoire dans un livre publié chez Flammarion, « Longtemps, j'ai habité dehors ». Aujourd'hui, elle est comédienne, chroniqueuse aux grandes gueules sur RMC et membre du Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-France, une sacrée évolution sociale. Avec Elina, nous allons donc parler d'un parcours de vie où le corps femelle est sacrément mis à l'épreuve. Comment est-ce qu'on fait quand on a ses règles ou qu'on a envie d'aller aux toilettes quand on est à la rue? Comment fait-on pour éviter de se faire violer quand on est à la rue? Si nous recevons Elina, c'est aussi parce qu'avec le harcèlement et la cancel culture que nous avons subi, nous sommes tombés à un moment de notre vie dans la précarité. L'une de nos pires peurs a été et reste de devenir des femmes SDF. Et nous pensons que nous ne sommes pas les seules femmes terrifiées par cette idée. Elina, bonjour et merci d'être là. On va commencer par le début. Tu es une enfant de la DAS, comme on dit. Tu n'as pas connu ton père, tu as connu ta mère, mais on lui a enlevé ta garde parce qu'elle était psychiatriquement instable. Qu'est-ce que ça fait de devoir se construire sans ses parents? Qu'est-ce que ça crée comme fragilité quand il y a une rupture dans la filiation comme ça? Alors, la difficulté, c'est surtout que quand tu es mal placé, si tu tombes sur une bonne famille d'accueil, bon, là, ça va quand même. Mais si tu tombes sur la mauvaise famille d'accueil, comme malheureusement il m'est arrivé, là, là, tu mets vraiment beaucoup de temps et tu as vraiment beaucoup de difficultés à te construire. En plus, moi, la dernière fois que j'ai vu ma mère, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que ma mère, elle n'avait pas le droit de... J'avais pas le droit d'être seule avec elle. Donc c'était toujours via une médiatisation. Et la dernière fois que je l'ai vue... T'avais quel âge? J'avais 9 ans. Et elle voulait absolument m'inviter à manger au restaurant. Et l'éducatrice, elle voulait pas. Et j'avais l'éducatrice d'un côté qui me prenait le bras, ma mère de l'autre, et ma mère me disait « Viens avec moi, Elina !» Et l'éducatrice a dit « Elina, tu rentres dans la voiture !» Et ça a été horrible pour moi, parce que je devais choisir entre l'éducatrice et ma mère. J'ai été obligée de choisir l'éducatrice. Et l'après-midi, on devait la retrouver, et je l'ai jamais revue. Et elle est décédée quand j'ai eu 10 ans. C'est une séparation terrible, quoi. Comment est-ce que ça se passe, le parcours d'une enfant qui vient de la DAS? T'es allée de famille d'accueil en famille d'accueil? Alors, à la DAS, même si aujourd'hui on dit ASE, mais on change le nom, c'est tout. T'es placé de famille d'accueil en famille d'accueil. Maintenant, beaucoup de foyers en foyer, parce que l'aide sociale à l'enfance ne veulent pas qu'on s'attache à la famille d'accueil. D'ailleurs, à mon époque, on avait le droit de dire maman. Maintenant, on doit dire tata. Et c'est pour ça souvent que les enfants de l'aide sociale à l'enfance sont placés dans des foyers, parce que l'institution, elle a la distance. Et à 18 ans, t'es majeur, ben, ils n'ont pas d'émotion pour te dire bah c'est fini, hein, la prise en charge est terminée, voilà, la rue t'attend. Alors que peut-être que des familles d'accueil, je parle de celles qui le font vraiment pour
l'amour des enfants, c'est peut-être plus dur, quoi, à dire à 18 ans, ben désolé, je suis plus payé pour ça, bien que ça existe quand même. Mais c'est très rare quand même que les gamins restent jusqu'à 18 ans dans les familles d'accueil. C'est rare. Est-ce que tu grandis avec cette peur d'être à la rue? Est-ce que tu en as conscience? Alors moi, personnellement, je n'avais pas du tout conscience. Parce que la famille d'accueil où j'étais, ils disaient toujours, Elina, c'est comme notre fille. Bah, quand tu dis ça à un môme toute sa vie, tu peux pas imaginer qu'à 18 ans, tu vas te retrouver à la rue. Et d'ailleurs, quand je me suis retrouvé à la rue à 18 ans, la première année, je me rappelle que j'ai rappelé la famille d'accueil principale que j'ai eue en Normandie. J'ai dit, écoute maman, est-ce que je peux, même si je dors par terre, c'est pas grave, mais je suis dehors. Et elle m'a répondu, ah ben non Elina, moi je suis plus payée pour te garder. Ouah, le choc quoi. Moi, je me suis construit en pensant que elle m'aimait quoi. Bah oui. Et c'est pour ça que j'ai un très mauvais rapport avec l'argent. Je pense que ça vient de là. Parce qu'avec le recul, je me dis, ben oui, tout ce qu'on fait, ces familles, elles accueillent des enfants de l'aide sociale à l'enfance, mais c'est quand même contre un salaire. Personnellement, moi, je connais aucune personne dans mon environnement bourgeois qui se dit, tiens, et si on accueillait des enfants de l'ASE? Non, les personnes qui accueillent des enfants de l'ASE, c'est des personnes qui ont de la place chez eux, qui sont au chômage. Je dis pas qu'elles n'aiment pas leur boulot, mais il y a quand même cette partie financière qui compte. Et moi, je suis désolé, je serais tout à fait d'accord pour que ces familles ne soient pas rémunérées. Alors par contre, qu'elles soient défrayées, c'est normal, parce que l'école, ça a un coût, les habits, ça a un coût. Mais moi, je suis désolé, moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée d'accueillir des enfants contre de l'argent. Ça, c'est un truc qui m'est impensable, quoi. Alors pour que je comprenne bien, pourquoi vous n'avez pas été adopté? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est adopté et un autre va être dans une famille d'accueil ou un foyer? À quel moment ça se décide? Pourquoi? Voilà. Alors ça fait partie de mes combats actuels. C'est-à-dire que, alors, ce qui est incroyable à la DAS ou Aide sociale à l'enfance aujourd'hui, c'est que ta mère, quand je suis né, n'avait pas le droit de me garder, puisque j'ai été retiré sur décision de justice, parce qu'elle avait de graves problèmes psychiatriques. Quand elle est décédée, je suis devenu pupille de l'État, mais je n'étais pas adoptable, parce qu'elle n'avait pas signé l'abandon. Waouh! Alors qu'en fait, et là est tout mon combat, on pourrait mettre en place ce qu'on appelle l'adoption simple. L'adoption simple, eh ben, c'est des personnes... Puisque j'avais pas de famille, de toute façon. Et même si j'avais une grand-mère, de toute façon, c'était une famille défaillante qui n'avait pas le droit de m'adopter. Parce que, bon, voilà, j'ai un grand-père qui a été en prison, j'ai une grand-mère qui était alcoolique, enfin bref. Donc, de toute façon, ils n'avaient pas le droit Donc, quel intérêt de me laisser dans une famille d'accueil, de me mettre en foyer, et à 18 ans, me jeter à la rue? Franchement, où est l'efficacité de l'État là-dedans? Parce que moi, tout compte fait, j'appartenais à l'État. Quelque part, c'était eux, mes parents. Donc, c'est aberrant. Et moi, actuellement, je me bats pour ça, au moins pour l'adoption simple. Parce que la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière, c'est que l'adoption plénière, il y a l'héritage. Alors que l'adoption simple, au moins, déjà, c'est plus simple, C'est-à-dire que administrativement. on ne peut pas hériter? Ben, c'est-à-dire que si tu es adopté par une famille où, on va dire, il y a plusieurs enfants, bon, ça peut entraîner énormément de problèmes administratifs et tout. Que l'adoption simple, bah c'est simple, c'est des parents qui ont envie d'adopter un enfant. En plus, j'avais 10 ans et demi, tout le monde me trouvait, tout le monde me disait que j'étais une poupée. Il y avait le photographe de la ville d'à côté qui rêvait de m'adopter. J'étais une gamine sans problème, qui adorait l'école, qui rêvait de faire des études. Bah voilà, patatras, quel gâchis, quoi. C'est un gâchis sans nom, quoi. Si tu te replonges dans ton enfance, que tu fermes les yeux comme ça 2 secondes, et j'imagine qu'il y a des images qui doivent te revenir. Est-ce que tu pourrais nous décrire 1, 2, 3 images, peut-être juste une scène, quelque chose de marquant dans ton enfance comme ça, visuellement? Alors, celle
qui me marque le plus, c'est quand j'allais chercher le lait à la ferme. Et faut imaginer, il y a les fils barbelés et je me mettais face aux vaches. Moi, j'avais l'impression qu'elles me regardaient avec leurs grands yeux comme ça. Enfin, j'étais petite, quoi. Et je leur chantais des chansons, mais en fait, je racontais ma vie. Parce que, bon, j'ai été abusée quand même quasiment par tous les hommes du village. J'étais la gamine de la DAS, quoi. Et ça, c'est la plus belle image que j'ai, parce que je pense que en racontant ma vie en chanson aux vaches, je pense que inconsciemment, ça me faisait beaucoup de bien. Je pense. Et ça, je les vois encore, les vaches, avec leurs grands yeux marrons, là, qui me regardaient. Et elles vous écoutaient chanter? Bah ouais, c'est comme ça. Et moi, enfin, moi, j'avais cette sensation qu'elle m'écoutait. Et pour moi, voilà, d'aller chercher le lait à la ferme, c'était un vrai plaisir. Alors qu'il y avait quand même presque 1 kilomètre à pied. Mais j'adorais. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, donc vous étiez dans quel environnement à ce moment-là? Donc on comprend que c'était un milieu rural, et puis vous nous expliquez qu'il y avait des hommes qui abusaient de vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du contexte, de la famille chez qui vous étiez, de ces hommes qui abusaient? Alors, en fait, c'était une famille d'accueil vraiment pas très riche. La seule richesse qu'ils m'ont apportée, ça je dois le reconnaître, et c'est peut-être pour ça que euh, quand je me suis retrouvée à la rue, j'avais compris qu'on n'avait rien sans rien, c'est la culture de la terre. C'est-à-dire que pour eux, voilà, par exemple, quand il y avait les foins, quand il y avait le foin à rentrer dans le grenier, quand il y avait les pommes à ramasser, voilà, ils disaient, allez, on n'était pas devant la télé, hein. Et voilà, pour eux, voilà, dans la vie, voilà, coûte que coûte, vaille que vaille. Par exemple, quand j'étais malade, comme tout gamin, pour eux, il n'était pas question que le lendemain, j'aille pas à l'école, hein. Donc, hop, ils nous donnaient un coup de gnôle. Alors, on allait au lit complètement pété, on rigolait. Maintenant, avec le recul, je sais pourquoi j'étais autant morte de rire. Mais n'empêche que le lendemain matin, j'avais plus de fièvre. Et j'allais à l'école. Donc voilà, c'était un peu des gens un peu rustres, quoi. Mais avec moi, ils n'étaient pas méchants. Et moi, je pensais qu'elle ne le savait pas, que les gens du village, les hommes, abusaient de moi. Et je l'ai su quand mon livre est sorti. Longtemps, j'ai habité dehors. Quand, avec des journalistes qui enquêtaient sur ma vie, ce qui est normal, de voir si c'était vrai ou pas. J'avais 44 ans. Ça c'est un truc... même le journaliste, il a failli faire une crise de panique. J'ai dit, mais maman, quand je te l'ai dit à 16 ans, pourquoi tu m'as pas défendu? Et elle m'a répondu, mot pour mot, avec son accent normand. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Si je l'avais dit à la DAS, on t'aurait enlevé. Et puis moi, j'aurais plus de gosse de la DAS. Et puis j'aurais pas eu de retraite. Voilà sa réponse. Ok. Et à partir de là, je lui en veux même pas, parce que je trouve que c'est compliqué d'en vouloir à la misère. Mm. C'était des gens culturellement qui étaient très riches par rapport à tout ce qui concernait la terre. Mais après, au niveau de la culture, pour eux, par exemple, quand je disais, mais maman, il y a une pièce de théâtre dans le village, je veux y aller. Pour eux, aller au théâtre, pour vous dire, le seul truc que j'avais à lire, c'était le calendrier du facteur. Et quand j'étais à l'école, souvent, l'instituteur me disait, Dumont, t'as pas un dictionnaire chez toi, là? Et j'osais pas le dire, mais en fait, il n'y avait pas de dictionnaire. Donc, voilà. Mais, voilà, parce que souvent, les gens, ils me disent, mais tu leur en veux pas? Mais je peux pas leur en vouloir. Leur culture, c'était la dureté, c'était... et ça existe toujours, puisque ce village, maintenant, qui est rempli de beaucoup de Parisiens, et j'y suis retourné plusieurs fois, et il y en a encore quelques agriculteurs. Et c'est les mêmes que cette famille d'accueil que j'ai connue, quoi. C'est, voilà, c'est des petits agriculteurs. À 18 ans, tu te retrouves à la rue. Dans quel contexte? Comment ça se passe?
En fait, c'est un 10 novembre, hein, jour de mon anniversaire. 18 ans, non? Ouais, 18 ans, ma majorité. Mais honnêtement, sur le moment, quand j'ai pas réalisé. T'étais pas en famille d'accueil à ce moment-là, t'étais en foyer, c'est ça? Ouais, Ouais. dans un foyer au Mans. Ouais. Mais je réalisais pas. Alors là, qu'est-ce qui se passe concrètement le jour même, en fait? Ils te disent, bon, bah, Lina... La prise en charge est terminée et que je dois quitter le foyer. Donc, on vous l'annonce Comme ça, ouais. comme ça, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de partir. Parce que pour eux, dans leur tête, alors c'est moi qui l'interprète comme ça, dans leur tête, les éducateurs, eux, c'est comme ça. L'institution, voilà, ils se disent pas, on va la préparer, on va peut-être lui dire. Alors peut-être que maintenant ça se fait. J'ose espérer, mais j'en suis pas sûr, étant donné le nombre de gamins qui sortent de l'ASE entre 18 et 25 ans, je me pose des questions. Mais ils m'ont pas dit, bon, tu sais, quand tu seras à la rue, Elina, bon, sache qu'il y a le Secours populaire, il y a la Croix-Rouge, il y a la Protection civile, je sais pas, non. Ils vous ont pas dit, voilà, il y a des bourses pour faire des études, Alors, il y a du logement social, je ne sais j'ai pas. oublié de dire quelque chose qui est très important, c'est qu'à 15 ans et demi, j'ai été exclu du système scolaire. D'accord. Soi-disant, j'avais de graves problèmes psychomoteurs et je n'étais pas apte à suivre des études, alors que moi, mon rêve, c'était de suivre des études. Je voulais absolument devenir institutrice. Et là, à partir de là, quand j'ai été exclu du système scolaire, ça a été la dégringolade. Alors, le pire dans l'histoire, c'est que moi, j'ai toujours aimé jouer avec les enfants. J'avais un truc avec les gosses. Et d'ailleurs, ma famille d'accueil disait toujours, oh, Elina, faut vraiment que tu t'occupes des enfants. Eh bien, ils n'ont rien fait de mieux à l'éducation nationale de me mettre dans la comptabilité alors que j'étais nul en maths. Alors là, après, j'allais plus à l'école, tout le monde s'en foutait. Je passais mes journées dans les bars. De temps en temps, ils me disaient Mademoiselle Dumont, vous comptez revenir à l'école quand? Et j'arrivais, parce que je m'étais couché à 4h du mat. Ils me disaient Dumont, tu dors ou tu comprends rien? J'ai dit non, vous inquiétez pas, je dors. Et là, dans le foyer, il y avait un référent, quelqu'un pour dire quelque chose? Bah non, mon référent, c'était une référente, c'était une éducatrice de la DAS, mais que je voyais Oui, ok. à l'occasion, quoi. Ok, donc il n'y avait plus personne pour vous entourer. Non, pas vraiment. D'ailleurs, je le dis avec le recul, mais je trouve ça quand même grave. Entre mes 16 ans, on va dire, et mes 18 ans, j'étais quand même censé aller à l'école, quoi. Et avec le recul, je me dis, mais personne s'inquiétait de savoir, même l'école. Quand ils me disaient « Ah, te revoilà !» Je dis « Ouais. » Mais c'est tout, quoi. Je sais pas, le directeur aurait pu me prendre entre quatre yeux, me dire qu'est-ce qui se passe. Mais je me dis, personne ne s'inquiétait, quoi. Moi, personnellement, je trouve ça très inquiétant, quoi. Une gamine qui va plus à l'école et qui est censée être je suis quand même prise en charge par la DAS. C'est bizarre, quoi. Mais c'est encore comme ça maintenant, parce que je fais des ateliers théâtre, parfois dans des écoles, et je suis un peu estomaqué. Bon, moi, je m'inquiète quand le gamin va plus vient plus à l'atelier. Et des fois, la réponse du directeur ou de la directrice, oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement jusqu'à 25 ans. Est-ce que c'est vrai? Comment on l'obtient? Pourquoi certains l'obtiennent, d'autres pas? Alors, pourquoi? En effet, on appelle ça un contrat jeune majeur, mais qui est financé par le département. Mmh. Alors, certains l'obtiennent parce que le département est d'accord. Ils l'obtiennent aussi parce que faut-il encore avoir un projet. Mais malheureusement, souvent, déjà, si on se retrouve à l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'il y a un problème. Il y a une famille défaillante. Et quand on va de foyer en foyer ou de famille d'accueil en famille d'accueil, c'est terrible parce qu'on n'a même pas le temps de s'attacher, que déjà on va ailleurs. C'est pas facile, quoi. Et moi, je crois beaucoup au lien social. Et déjà, l'État, franchement, je trouve qu'ils font rien pour ça. Moi, par exemple, j'ai pas d'amis d'enfance. Parce que tu n'as pas le temps d'avoir un ami d'enfance. Moi, j'ai des amis autour de moi, ils me disent « Ah, tu te rappelles quand on allait à l'école ?» Mais moi, je n'ai pas d'amis d'enfance. Alors pourquoi ils vous ont tout le temps changé de famille, de foyer? Je n'arrive pas à comprendre ces changements.
Pourquoi ces changements? Ben, soit tout simplement la famille d'accueil, elle en a marre, parce que, je sais pas, l'enfant est trop difficile. Ou alors, c'est tout simplement, l'aide sociale à l'enfance qui décide, de te changer de famille d'accueil, point barre. Et tu sais pas Peut-être pourquoi, comme ça? alors, pour ma part, ma mère n'avait pas le droit de savoir où j'habitais. Ça peut être aussi ça, ça peut être parce que la famille parce que les mères souvent, heu elles veulent retrouver leurs gamins, mais ne sont pas forcément en capacité de les éduquer. Et donc pour éviter que la mère te retrouve, eh ben, l'aide sociale à l'enfance te change de famille. Mais moi, je pense, honnêtement, c'est surtout pour pas qu'on s'attache. Bon, ça, c'est mon interprétation, mais moi non plus, je comprends pas. Quand tu es bien dans une famille d'accueil, je vois pas l'intérêt pour l'enfant de le changer tout le temps. Je vois aucun intérêt. Parce qu'en plus, à chaque fois, il faut se réadapter de comment vit la famille d'accueil. Les codes sont pas les mêmes. Tu changes d'école. Enfin bon, moi, je vois pas l'intérêt, quoi. Et puis Oui. les foyers, alors là, n'en parlons pas, parce que les foyers, c'est quand même pour moi impersonnel. Tu es dans des foyers où il y a plein de mômes. euh, les gamins, par exemple, moi, je sais que le fait que j'avais été abusée quand j'étais petite, ben moi, quand je me suis retrouvée en foyer, il y a des mecs qui m'ont proposé d'aller dans leur chambre. Je trouvais ça normal. Donc, il faut savoir que dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, il y a des viols entre mômes quand même. Parce que, en fait, on gère la masse, quoi. Et on ne peut pas gérer la masse quand on parle d'enfants, parce qu'on crée des catastrophes. Et c'est pour ça qu'entre 18 ans et 25 ans, souvent il y a des gamines de l'ASE. Bah, quand t'as pas de famille, t'as rien. Souvent on les retrouve dans la rue, dans des réseaux de prostitution. Les garçons, eux, souvent on les retrouve en prison. Enfin, c'est des catastrophes, quoi. Et moi, je dis souvent, justement, l'ASE doit absolument construire des enfants solides pour pas faire des adultes abîmés. Parce qu'une fois que tu es abîmé, ben pour te reconstruire, je peux t'assurer qu'il faut t'accrocher, quoi. T'as intérêt d'avoir une force de caractère costaud, quoi. On va revenir à ce moment où donc les éducateurs du foyer t'annoncent voilà, Elina, la prise en charge est terminée. Qu'est-ce que tu fais le premier jour, la première nuit? Alors la première nuit, ben, faut savoir que j'étais au Mans, et le Mans-Paris, c'est pas très loin. Et je connaissais Paris puisque de temps en temps, dans l'année, j'allais rendre visite à ma grand-mère. Ben, je suis allé à Paris. Et je me rappellerai toujours que ça, par contre, c'est un truc, j'ai flippé ma race, quoi. Et quand je suis arrivé à Paris, je connaissais quelques personnes quand même, puisque pendant mon adolescence, j'avais fait connaissance avec des gens et qui m'aimaient bien, enfin en apparence. Mais quand je les ai appelés pour leur dire que j'étais à la rue, là, il y a eu personne pour m'accueillir. Et du coup, je me souviendrai toujours, quand je marchais avec mon sac, parce que j'avais pas grand-chose, hein, juste un sac à dos, point barre, et je poussais les portes comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'ouvre. Et il y en a une qui s'est ouverte. Je suis allé tout au fond du couloir. Je me suis recroquevillé dans le noir et je flippais. Je me disais, pourvu que personne sorte. Et chaque bruit, oh, c'était l'enfer dans ma tête. Et à 5h30 du matin, à l'ouverture du métro, je me rappellerai toujours, je sors de ce couloir et j'avais une envie d'uriner, mais c'était horrible, horrible. Et je suis passé près d'un parc, mais il faisait encore noir. Et moi, j'avais peur, quoi. Je me disais, non, mais tu imagines s'il y a un dingue. Parce que moi, c'est terrible ce que je vais vous dire. Moi, d'être violé, c'était pas grave. Ce que j'avais peur, c'est qu'on me tue. C'est grave ce que je dis, mais j'en étais là dans ma tête, quoi. Moi, je me dis, ouais, il y a un mec complètement dingue, il va me tuer, quoi. Violer, je m'en foutais, c'était pas grave. J'en avais vu tellement d'autres. Et là, je vois une grande tour, un HLM. J'ai appuyé sur le dernier étage. Et pendant que l'ascenseur montait, j'en ai profité pour uriner dans l'ascenseur. Ça, c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie. Et c'est pour ça, ça me fait toujours rire quand les gens ils disent « Ah, mais qu'est-ce qui pue cette... » Bon, je raconte jamais mon histoire, voilà, tout le monde va le savoir, mais en fait,
C'est pas les gens qui vivent dans l'immeuble qui urinent dans l'ascenseur. Moi, je pense que c'est des gens peut-être comme moi. Mais tu le racontes en souriant, Elina, tu fais des traits d'humour et je comprends. Mais à ce moment-là, on se sent... Ah non, mais quand je l'ai vécu, je souriais pas, je rigolais pas. Hein. On se sent humilié. Mais avec le recul, voilà, je me dis comment j'ai pu vivre ça. Mais Et donc la rue, ça commence comme ça et ça dure? ouais, et je peux assurer que les premiers jours, j'ai eu peur, quoi. Alors qu'est-ce qu'on se dit les premiers jours? Est-ce que tu conscientises, ça y est, je deviens sans domicile fixe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Au bout de 3-4 jours, j'ai quand même réalisé que j'étais à la rue, quoi. Et c'est la nuit que j'avais le plus peur. Bon, le jour, moi j'ai toujours été une femme qui parlait à tout le monde, donc le jour, ça allait, quoi. Mais la nuit, quand la nuit arrivait, et en fait, il y a un truc incroyable, ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est sans abri, c'est qu'il y a une espèce de créativité. Enfin, la survie, c'est extraordinaire, la survie. Je vais vous raconter 2-3 combines que j'ai trouvées. Un jour, je rencontre une fille dans la rue qui me dit, bon, faut vous imaginer, j'ai 18 ans, voilà, bon, tout le monde disait que j'étais très jolie. Et j'ai une copine qui me dit, mais viens en boîte de nuit. Je dis, ah bon? Elle dit, mais oui, t'inquiète pas, du lundi au jeudi, c'est gratuit pour les filles. Super technique. Alors évidemment, j'étais maquillée et tout. Alors, je me lavais pas. Mais alors, le maquillage, ça y allait. Ma copine, elle me trouvait 2-3 fringues. À l'intérieur de la boîte, je me faisais toujours draguer par des mecs. Mais c'était pas pour c'était juste pour le coup d'un soir. Mais moi, j'étais pas conne quand même. Alors, ils me disaient, vous voulez passer chez moi? Ils me donnaient leurs cartes, je les appelais. Mais moi, c'était surtout pour être au chaud la nuit, quoi. Et bon, évidemment, en échange, il y avait toujours des services, il y avait toujours un échange sexuel. Et moi, je m'en foutais, moi. Du moment qu'il était gentil, que j'avais le petit déjeuner, moi, voilà, ça se passait bien. Après, il y a une technique aussi. Alors celle-là, je l'ai trouvée mais par hasard. Un jour, j'étais assis sur un banc. Je me rappellerai toujours que c'était Place de la République. À l'époque, il y avait Tati. Je savais pas quoi faire, j'attendais comme ça. Puis il y a un homme qui vient à côté de moi et qui me dit je crois qu'il viendra plus. Moi, je le regarde, je me dis pourquoi il me dit ça? Puis je sais pas ce qu'il me prend, je crois pas. Hein. Mais je trouvais ça bizarre. Puis tout à coup, le gars, il me dit vous voulez pas que je vous offre un café en attendant? Bon, alors là, je dis oui tout de suite. Puis en plus, c'était en plein jour, donc il n'y avait aucun danger. Puis de fil en aiguille, je dis j'ai un peu faim quand même. Hein. J'espère qu'il va bientôt arriver. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est l'autre qui m'avait presque inspiré, quoi. Puis après, il m'a offert un petit gâteau. Et après, alors là, j'utilisais la technique tout le temps. Je faisais oh non, c'est pas vrai, il me fait encore un sale plan et tout. Et ça marchait. Et en 2024, je vous propose de l'essayer. Vous attendez, vous pouvez être sûr qu'il y a un mec qui va venir. Vous êtes jolie, mademoiselle, vous avez un beau sourire. Ah, ça marche. Et il y a des copines qui ont essayé. Ils m'ont dit, mais Elina, le pire, c'est que c'est vrai. Il y a toujours un type qui sera là pour venir te voir. Bon, sauf que quand t'as un toit, tu dis non, non, merci monsieur, puis tu te casses. Ouais. Et quand t'as pas de toit, tu dis oui, quoi. Et en plus, je les choisissais quand même, les mecs. Parce que moi, si je voyais qu'il faisait trop flipper quand je disais non, non, lui, il m'a l'air un peu cassos, non, non, j'ai pas le temps. Mais quand le mec, il avait l'air sympathique, je disais oui. Et une fois, par contre, il y en a un jour qui m'a fait peur. Alors là, je remontais aussi, parce que Place de la République, c'était quand même mon QG. Hein. C'était pas bétonisé comme aujourd'hui. Je remontais l'escalator. Il y a un mec qui vient me voir, qui me raconte qu'il était footballeur professionnel. Bon, je sais pas si c'était vrai. Moi, je faisais oui, 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 oui. Et j'avais trop la dalle. Mais là, pas de chance. Le mec, apparemment, il n'avait pas de thune pour m'offrir une brasserie, même à 10 balles, quoi. Il m'emmène chez lui. Et je sais pas pourquoi. Alors j'ai mangé. Et je peux pas vous expliquer ce que c'est une sensation. J'ai mangé. J'ai eu une trouille qui est arrivée du ventre. Hein. Et là, je lui dis « Oh mince, j'ai oublié un truc !» J'ai pris mon manteau, je me suis cassé, je suis jamais revenu. Et c'est bizarre la vie. Hein. La rue, on ressent des trucs. Moi, je dis toujours, on est comme des chats, quoi. On sent les dangers. Pourtant, il me paraissait pas méchant, mais j'ai la trouille,
elle est apparue et j'avais mangé, c'était le principal. Je suis pas revenu. Tu penses que c'est un environnement qui te force à te rapprocher de tes instincts? Ah, ça, je confirme. D'ailleurs, souvent, les personnes de mon entourage, professionnel ou pas, me disent: «Mais c'est incroyable l'instinct que t'as, Elina.» Mais je peux pas l'expliquer d'où ça vient. J'ai pas de théorie. Mais je pense que c'est la rue. Parce que dans la rue, tu es obligé de développer cet instinct. Si tu le développes pas, bah, tu meurs, quoi. Et les animaux, on a ça en commun avec les animaux. C'est l'instinct. Dans ton livre Longtemps j'ai habité dehors, t'écris: j'étais consciente d'être la seule nana du groupe et je faisais de gros efforts pour ne pas accentuer ma féminité. Je voulais leur ressembler pour qu'ils me prennent pour l'un des leurs, donc je voulais ressembler aux hommes. Mmh. Je voulais être logée à la même enseigne et qu'on oublie mon sexe et mes formes. Donc tu parles quand même des risques. Et moi j'aimerais bien que tu nous parles des risques pour une femme quand on est à la rue. Mais là tu viens aussi d'évoquer je dirais pas un avantage, mais en tous les cas, une chose que la rue t'a appris, c'est à te rapprocher de ton instinct. Est-ce qu'il y a eu... Voilà, quel est le négatif et est-ce qu'il y a du positif aussi? Alors, en fait, je suis pas la seule, hein. Toutes les femmes réagissent comme moi. J'ai jamais vu une femme sans abri en jupe, hein. Mais c'est vrai, quand j'étais avec ma bande de potes, là, je me bonomisais, quoi. Je veux dire, mais l'avantage d'être une femme, quand même, c'est que dans les boîtes de nuit, alors là, je pouvais y aller à tire-larigot. Euh, les hommes, bah, voilà, ils m'ont quand même permis d'être souvent au chaud. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans la rue, voilà, moi je connais des femmes qui se sont mariées, pas par amour, mais parce que comme ça, au moins, elles avaient un toit, quoi. Par contre, moi, j'ai toujours refusé. Un jour, on m'a proposé un mariage blanc. Sur le moment, j'ai dit oui. Et c'est quand j'ai vu mon nom sur les bancs, je me rappellerai toujours, c'était la mairie du 11e. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Et après, j'ai dit non. J'ai dit que je refusais. C'était avec un Égyptien. Je sais pas, j'ai eu la trouille de ma vie. Pour moi, c'était la prison. Enfin, je sais pas. Mais oui, d'être une femme, l'avantage, c'est que la société, elle a plus d'empathie. Par exemple, moi, faut savoir que quand même, les gens de la société souvent me proposaient des petits ménages, de garder leurs enfants. Des fois, on me disait, bah, hey, j'ai des amis qui font un déménagement. Est-ce que tu veux venir nous aider? Donc, une femme est plus rassurante vis-à-vis de la société. On va plus aller vers une femme que vers un homme. Un homme, ça fait quand même plus peur, quoi. Et en plus, j'étais jeune. Donc, la société a encore plus d'empathie quand tu es une jeune femme. Tu as 18 ans, 19 ans, 23, 25 ans. Je pense que quand tu as 40 ans et que tu te retrouves à la rue, je suis pas sûr que la société ait la même empathie. Les femmes et les hommes sont quand même biologiquement différents. Donc moi, je me pose des questions très concrètes, c'est-à-dire comment tu faisais pour uriner, comment tu faisais pour, enfin quand tu avais tes règles en fait, quand tu étais à la rue, et puis aussi comment tu faisais pour essayer de pas te faire violer, quoi. Enfin, stratégiquement. Alors, euh, c'est vrai que physiologiquement, on n'est pas fait comme les hommes, mais en fait, dans la rue, on se dit pas, ah, faut que je fasse gaffe, je vais avoir mes règles. En fait, quand elles arrivent, elles arrivent. Ok. Et moi, je me souviens que souvent, soit quand j'allais dans des toilettes, Public ou. non, à l'époque, maintenant, bon, c'est résolu ça, mais à l'époque, j'allais dans les cafés. Je disais, je prends un café, mais vous permettez, je vais aux toilettes avant. Et je prenais plein de papiers, puis après, je me cassais, je ne buvais jamais le café. Alors, je retournais jamais 2 fois dans le même café, en principe, hein. Et, et sinon, bah, je trouvais des chiffons, je me débrouillais comme je pouvais, quoi. Mais Parce qu'il n'y a pas les moyens pour acheter des serviettes hygiéniques, j'imagine. C'est pas bah, mieux. en fait, la problématique, c'est que, comme dans la survie, c'est où je vais manger, où je vais être en sécurité,
le reste passe après, quoi. On se dit pas, je vais aller voir le gynéco, je vais prendre la pilule. Voilà, le principal, c'est que, bon, moi, c'était surtout qu'il n'y ait pas un taré qui me tue, c'est tout. Voilà, c'est tout. Après, des fois, j'ai fréquenté des centres d'urgence aussi pour femmes, et alors j'ai dû le faire 4 fois, après je voulais plus y aller, parce qu'il y a une telle violence, c'est la cour des miracles, hein, faut pas se leurrer. Violence qui vient de d'où? Ben, en fait, parce qu'au fur et à mesure, quand même, grâce à tous mes potes, ils me disaient, bah, tiens, si tu veux, t'as qu'à aller voir telle assistante sociale et tout. Et via une assistante sociale, elle m'avait envoyé dans un centre d'urgence dans le 19e, plusieurs fois, mais bon, après j'étais à Pierre-Nicole, enfin bref, c'est pas la solution, les centres d'urgence. Premièrement, c'est pas pérenne, c'est à la nuitée. Enfin bref, c'est une cata aussi, quoi. Ça t'aide pas à te reconstruire, quoi. Si le travail que nous produisons sur Femélis vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail, vraiment, nous comptons sur vous. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo. Merci. Une question, ça m'arrive de croiser dans la rue des femmes SDF et je ne sais jamais comment me comporter avec elles, je ne sais pas quel regard je dois porter sur elles, je ne sais pas s'il faut que je leur sourie, s'il faut que je leur donne de l'argent. Je suis toujours extrêmement gênée, bien plus avec les femmes que les hommes. Comment il faudrait se comporter? Quelle est la façon, juste comment est-ce que vous auriez aimé qu'une femme se comporte avec vous à l'époque? Alors, bon, pour ma part, j'avais pas trop de problèmes parce que moi, j'ai toujours été une gamine qui parlait, même à l'école, on disait toujours Dumont, tais-toi. Moi, je parle à tout le monde. Même ma grand-mère me disait, mais arrête de raconter ta vie à tout le monde. J'ai toujours eu besoin de parler. En revanche, pour les femmes qui sont beaucoup plus réservées, et d'ailleurs, c'est tout le travail que je fais actuellement, de sensibiliser les gens auprès de la cause du sans-abrisme, c'est qu'il faut les regarder. Alors, il ne faut pas les regarder comme un animal dans un zoo, mais on ne peut pas faire semblant de ne pas les voir. C'est impossible. Parce qu'elles en souffrent, ces personnes. Moi qui travaille avec les personnes sans-abri, souvent elles me disent « T'as vu, Elina, ils en ont rien à foutre de nous. » Et je dis « Mais tu sais, c'est parce qu'ils sont gênés. » Oui. Et alors que ces personnes, vous les regardez, même juste dire bonjour, bon, s'ils vous répondent pas, ben, ils vous répondent pas. Des fois, les gens, ils vous répondent au bout de 6 mois. Parce que eux, ils vous reconnaissent. Parce que eux, on se rend pas compte. La masse de personnes qui passent devant les sans-abri, mais les personnes vous reconnaissent. Ils savent que tous les matins, vous prenez le métro à telle heure. C'est assez extraordinaire. Alors que la société civile, elle, des fois, elle se rappelle même plus. Ah oui, il était là, l'autre fois, je me rappelle plus. Mais en fait, il faut les regarder. Alors, je ne dis pas de dire, de leur sauter dans les bras et de dire « Ah, non !» Mais de leur dire bonjour. Si, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, qu'elle a trop froid, c'est des propositions que je fais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on peut dire, par exemple, imaginons que chez vous, vous avez 3 paires de gants, vous ne savez plus quoi en faire. Vous pouvez dire, vous avez des gants, vous avez appelé une association pour qu'on vous donne... Je sais pas, c'est très facile. En fait, si on a cette capacité d'observer les gens. Par exemple, moi, quand je vois un sans-abri, une femme ou un homme que je vois qui est blessé, qui saigne, je dis, écoutez, monsieur, je ne vais pas vous déranger, parce que faut savoir que quand ils ont un lieu, c'est comme s'ils étaient chez eux, quoi. Donc moi, j'ai toujours, je ne veux pas vous déranger longtemps, mais vous savez, vous pouvez aller voir Médecins du Monde, eux, ils ne vous poseront pas de questions, c'est de l'accueil inconditionnel. Voilà, c'est bon, alors évidemment, peut-être que pour moi, c'est plus facile, mais en fait, il ne faut pas être gêné, quoi. C'est pas de votre faute si cette personne est sans abri. Et ça c'est un peu le problème. Moi, souvent, je me pose la question de... Alors nous, on se repose tous en tant que Français. Alors voilà, c'est l'État, c'est les assos qui devraient faire tel ou tel travail. Mais parfois, je me pose la question de... Est-ce que, finalement, c'est pas à moi de dire à cette personne, viens dormir chez moi? Enfin,
Alors, évidemment, je ne le fais pas parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas ce que ça implique. Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire? Il ne faut surtout pas le faire. Il ne faut surtout pas proposer à une personne sans abri de venir dormir chez vous. Je vais vous dire, moi, je l'ai fait. Quand j'ai eu mon premier logement, voilà, l'idée géniale que j'ai eue, c'est d'inviter toute la rue. Ah ben, je comprends. Je peux vous assurer que les problèmes sont vite arrivés. Hein. Alors au début, j'ai invité que mes potes. Mais mes potes, ils ont invité d'autres potes, qui ont invité d'autres potes. Et puis un jour, j'ai eu toc-toc police, parce que les mecs, ils avaient volé des chéquiers. Et ils avaient dit qu'ils habitaient chez moi. Bon, et pour la première fois, la police... par contre, ils ont été vraiment très gentils. Ils m'ont dit, mais Madame Dumont, vous savez que vous êtes responsable de votre logement? Eh bien, je ne le savais pas. Je ne savais pas que maintenant que j'avais un logement, j'étais responsable. Personne ne me l'avait appris, ça. À 44 ans, je découvre que je suis responsable de qui j'invite chez moi. Par exemple, ils auraient trouvé de la drogue, bah, c'était moi la responsable. Oh, ça m'a fait un choc. Oui. Vous avez vu, c'est énorme. J'ai appris ça à 44 ans. Bon, sauf que j'étais obligé de déménager. J'ai été obligé de porter plainte, parce qu'après, il y avait des sans-abri qui m'ont harcelé, qui prenaient des photos de ma porte, et qui disaient on t'attend. Donc j'ai été obligé de porter plainte. Après, j'ai écrit au bailleur avec toutes les preuves et tout. Et entre-temps, j'ai déménagé. Et ma psychiatre m'a donné un super conseil. Ça a été très violent au début. Bon, maintenant, c'est bon. Je suis guéri là-dessus. Elle m'a dit, vous mettez une pancarte sur votre porte. Et avant de partir, vous la lisez tous les jours. Et j'avais écrit, je n'invite plus jamais de sans-abri chez moi. Et au début, c'était très dur. Et mes copines, comme elles me voyaient vaciller, quand je rentrais, elles me disaient, attends, Elena. Je sens que là, et surtout quand je voyais des jeunes, les jeunes, elles m'accompagnaient jusqu'à chez moi pour être sûre que j'invite pas la jeune ou le jeune. Bon, maintenant, ça y est, je suis guéri là-dessus. Mais il faut surtout pas le faire, parce que je peux vous assurer, moi, toutes les personnes qui m'ont raconté de l'avoir fait, ben ils s'en rappelleront à vie. Et le sans-abrisme, c'est la compétence de l'État. Voilà. Et je suis désolé, chacun d'entre nous, on paye des impôts, quoi. Que ce soit l'impôt sur le revenu ou les impôts indirects, via la consommation et tout. Voilà, l'État ne fait pas son boulot, quoi. Parce que, pour moi, vous voyez, souvent, nos parlementaires disent « Oui, l'insécurité, l'immigration, l'insécurité. » Mais la vraie insécurité, c'est le nombre de sans-abri qui augmente. Ça, c'est une vraie insécurité. Parce que vous savez, moi, quand j'étais dans la rue, je me disais, celui-là, il a enterré, mais je le sens encore. Bon, heureusement, je ne l'ai pas fait. Je m'en rappellerai toujours, j'avais un beau manteau bleu que j'avais récupéré, je suis dans une association. J'avais les mains dans la poche et je disais, putain, il a de la chance celui-là. Si j'avais un couteau, je le tuerais. Et j'ai raconté ça à ma psychiatre. Et elle, tranquille, elle me dit, bah écoutez, Madame Dumont, c'est votre choix. Si vous avez envie de finir votre vie en prison. Et je l'engueule, je lui dis, mais vous êtes dingue de me dire ça, vous voulez vraiment que j'aille en prison? Elle me dit, mais c'est votre choix. Si vous avez envie de tuer quelqu'un. Mais c'est vrai que... Et cette envie de tuer quelqu'un, c'est quoi? C'est tuer un autre SDF ou c'est tuer un mec qui me faisait chier, mais grave, quoi. Il me suivait partout où j'allais. C'était pas un sans-abri, lui c'était je sais pas qui, mais... Et il me faisait flipper. Et j'avais les mains... Je disais, si j'avais un couteau, je le tuerais. Mais je le pensais vraiment dans ma tête. Oui, c'est de la survie, c'est de la défense. Ouais. Ah ouais, j'en pouvais plus de ce type. Partout où j'allais, il était là. Ça voulait dire qu'il me suivait, le gars, quoi. Et puis il avait dû... Parce que, en fait, il y a un truc... Moi, par exemple, quand j'étais à la rue, je ne savais pas que j'avais l'air paumé. Mais aujourd'hui, que je vais bien, moi, je vois quand les gens sont à la rue. Ça se voit à la façon d'être, le regard vide, la posture. Et en fait, les gens malveillants, ils le voient. Parce que je disais à ma psychiatre, souvent, je disais, mais je comprends pas, je tombe toujours sur des mecs qui sortent de prison. Mais en fait, les mecs, ils te repèrent. Et d'ailleurs, voilà, si je suis tombé dans le crack, c'est pas par hasard. C'est parce que les gens, même moi, aujourd'hui je vois quand il y a des gamines, même par exemple par rapport aux techniques,
Et c'est toujours d'actualité. Moi, par exemple, je faisais les lignes de métro de bout en bout. J'étais dans le métro. Et dans le métro, personne ne sait que t'es SDF. Mais par contre, les gens malveillants, ils voient que t'es bizarre, voilà. Aujourd'hui, quand je suis dans le métro, personne ne peut dire elle est paumée. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Maintenant, plus personne ne vient me faire chier. Donc ça prouve bien que j'ai une posture, j'ai une solidité en moi qui fait que maintenant, personnellement, personne m'emmerde dans les transports, quoi. Quand j'étais jeune, enfin jusqu'à ce que j'ai mon premier logement, bah, je me disais, mais c'est pas possible, ça se voit sur mon visage ou quoi? Mais en fait, oui, ça devait se voir. C'était combien d'années à la rue? Combien de temps? Alors, je dirais, enfin, souvent on dit sans domicile fixe parce que être sans abri, tu meurs très vite, hein. Mais en tout, euh, euh, alors je dis toujours 15 ans, mais en fait, en tout, j'étais sans domicile fixe pendant 17 ans. Mais une fois que tu as un logement, dans la tête, tu es toujours à la rue. Et là, il faut travailler, là. Il faut travailler sur soi. Tu vois. Alors, comment vous obtenez le premier logement? Alors, le premier logement, alors, le premier logement, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Marie Desplechin qui m'a proposé, contre une chambre de bonne, euh, d'accompagner ses enfants à l'école et d'aller les chercher le soir. Ça m'a stabilisé, mais bon, ça pouvait pas être durable. Et après, je suis resté un peu plus longtemps dans une autre chambre de bonne que Marie Desplechin m'a louée, qui m'a vraiment stabilisé, qui m'a permis de me soigner les dents, de me soigner psychiatriquement. Vous aviez Et une aide de l'État à ce moment-là, un RSA, quelque chose? à l'époque, ouais. D'ailleurs, moi, j'ai connu le RMI et j'ai fait partie comment on dit, mince. J'ai fait partie de, comment on dit, enfin, c'était, je trouve pas le mot, du projet pilote. D'accord. Un jour, la mairie de Paris m'a dit, voilà, on a un projet pilote qui s'appelle RMI. Bon, j'ai dit oui. Et là, j'étais encore sans abri. Et en effet, j'alternais entre le RSA et des boulots. Et quand j'ai eu 44 ans, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Alors, j'étais polyvalente, hein. Je faisais les archives, je faisais un peu tout. Je gagnais bien ma vie, enfin, la norme, quoi. Un peu plus que le SMIC. Et en fait, chaque année, j'écrivais au bailleur social de la ville de Paris. Et un jour, il m'appelle. Ils me disent, ah, écoutez, Madame Dumont, on a trouvé quelque chose pour vous, mais est-ce que vous avez été augmenté? Je sais pas pourquoi ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. Je dis, bah, bien sûr, quand même. Depuis 2 ans, j'ai été augmenté. On dit, voilà, on a un petit studio de 19 mètres carrés à vous proposer, mais voilà, il faudrait que vous nous ameniez des papiers, enfin, vos nouvelles fiches de salaire, et d'un montant de 1800 € net par mois. Alors là, j'ai dit oui. Bah, pas de problème. Là, évidemment, j'ai appelé tous mes potes qui étaient forts en informatique, mais j'ai été outré, quoi. Demander, je vous parle des HLM, là, hein, je vous parle pas du privé, un salaire de 1800 € net par mois pour être dans un studio, en plus dans un quartier, voilà, c'était pas le Marais qu'on me proposait, c'était pas les Champs-Élysées. Et quand j'ai signé, je lui ai dit au gars, je me suis pas dégonflé. Alors il a compris, évidemment, le gars il est pas fou, quoi. Il dit, attention Madame Dumont, il faudra payer. Je dis, non, vous inquiétez pas, c'est la première chose que je ferai tout le temps, c'est payer mon loyer. Et quand même, quoi, ça a été plus fort que moi, je leur ai dit. Alors, qu'est-ce que ça a fait, Elina, d'avoir dans sa poche les clés de chez soi? Ben, au début, c'était bizarre, quoi. Déjà, je les perdais souvent. Je crois, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est la boîte aux lettres. Parce que quand j'étais sans abri, sans domicile fixe, j'avais pas de boîte aux lettres. Et alors, pour les courriers, bon, maintenant, c'est le numérique, mais c'est pas mieux, hein. Voilà.
Mais quand on n'a pas de boîte aux lettres pour recevoir des courriers, voilà, Puis quand tu es dans la rue, tu as toujours des problèmes administratifs. Tu as des problèmes avec la Sécu, tu as des problèmes avec, à l'époque, on disait à la NPE, Pôle emploi, maintenant on dit France Travail, enfin, c'est toujours pas. Et dans la rue, tout est compliqué, quoi. Donc, je crois que, voilà, quand j'ai eu mon logement, c'est ma boîte aux lettres qui m'a le plus plu, je crois. Je regardais au moins 4 fois s'il n'y avait pas du courrier. Il n'y avait rien, mais bon. Et ouais, c'est la boîte aux lettres qui m'a le plus marqué. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, c'est difficile de se séparer des réflexes qu'on a quand on a passé 17 ans à la rue? Enfin, j'imagine qu'il y a des réflexes qui restent. Est-ce que ça fait bizarre de dormir sur un matelas? Alors, Est-ce qu'on a du mal à s'approprier son appartement? alors quand j'ai eu mon premier logement, donc 44 ans, vrai moi, mon vrai chez moi, j'ai quand même fait une très grosse dépression de 6 mois. Je pleurais tous les jours, je m'en rappelle, je rentrais et j'arrivais pas, et je ressortais. J'ai appelé Marie Desplechin, parce qu'entre-temps, on est devenus amis, évidemment. Et elle m'a dit, bon, écoute, viens dormir à la maison. Et je suis retourné voir la psychiatre. Et j'ai fait un gros travail pour m'approprier. Et je me rappellerai toujours d'une question qui m'a paru, mais d'une débilité. Elle me dit, mais enfin, mademoiselle Dumont, je vois pas où est le problème. Vous avez pas envie, je sais pas, de mettre une belle photo, un cadre? Et moi, j'ai jamais vécu... Enfin, comment je pouvais penser à ça? Quand on a... En plus, moi, j'ai jamais eu de chez moi depuis petite. Donc comment je peux arriver quelque part, dire ah oui, alors là je vais mettre super table, je vais acheter des chaises. Non, ça m'est pas venu à l'idée. Et donc j'ai fait un gros travail et puis au bout de 6 mois, enfin, je me suis approprié le logement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en invitant toute la rue, ce qui m'a coûté bonbon. Mais c'est très difficile. D'ailleurs, j'en ai fait un documentaire en coproduction avec Anaïs Cadaillon, et qui raconte vraiment très très bien, parce que c'est pas moi qui ai fait le montage, qui raconte vraiment très bien la difficulté de s'approprier un logement. Et ça, je trouve qu'on le prend pas assez à bras le corps dans notre société. Parce que, alors évidemment, si tu as été à la rue que 6 mois, bon, là, ça va. Mais quand tu as été très longtemps sans domicile fixe, ben, le jour où tu as un toit, tu sais pas trop quoi en faire, quoi. Je vous assure, ça peut paraître bête. Et moi, je me rappelle, tous les gens me disaient, mais enfin, Elina, arrête de chialer. Depuis le temps que tu nous dis que tu voulais un toit. Et ben, quand je l'ai eu, là, ça a été patatrac. Et c'est là que les crises de panique ont commencé, que j'ai développé les crises de panique, l'agoraphobie, la claustrophobie. Alors là, du coup, j'étais encore obligé d'être en soins, alors que les crises de panique, quand j'étais à la rue, j'aurais pu en faire. Là, j'avais quoi en faire. Mais dans la survie, on laisse pas place au traumatisme. Et en fait, une fois que, enfin, le corps peut se relâcher, là, tout peut sortir. Et bon, ça y est, maintenant, je maîtrise très bien tout ça, mais c'était horrible. J'allais dans le métro, alors que le métro, c'était toute ma vie. J'allais dans le métro, tout à coup, mon corps se mettait à battre. Et hop. Et tu sais, dans un espèce d'écho, j'entendais les gens qui disaient « Ah, c'est pas vrai, le métro, il est encore arrêté !» Et c'était moi qui étais comme ça. Donc, en fait, on sort pas indemne de la rue. Et mais évidemment, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. Moi, évidemment, pour moi, rien n'est grave, quoi. Moi, pour moi, le matin, quand je me réveille, je me dis « Waouh, super, je suis vivante !» Voilà, c'est le principal. Dans ces 17 ans, donc, vous nous avez dit que vous avez souvent dormi chez des hommes, Oh, alors là, ouais. à droite, à gauche. Est-ce que vous avez souvent dormi littéralement dans la rue, dans une cage d'escalier, Alors, dans un parc? alors les parcs sont fermés en principe la nuit, à moins que tu sautes par-dessus, Ouais. mais enfin bon, si le gardien il te... Euh, dans la rue, on va dire, c'est de mes 18 ans à 19 ans, là j'ai fait vraiment de la rue sèche. Et il y a une technique que je peux raconter, puisque c'est quand même un petit peu celle-là qui m'a un peu sauvé. C'est qu'un jour, j'avais bu avec mes potes, mais grave. Et un jour, il y a un mec qui me donne un cachet.
Alors je sais même pas, même encore aujourd'hui, je sais pas ce qu'il m'a donné. Il me dit, tu vas voir, tu vas planer après. Et en fait, j'ai tellement plané que je suis tombé, paf, par terre. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Ah. Et à l'hôpital, je racontais ma vie. Je restais 8 jours. Tout le monde me disait, vous avez des problèmes de toxicomanie? Je dis, pas du tout. Je sais pas ce qui m'est arrivé et tout. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est une super technique, ça. Et de temps en temps, je buvais. Je disais aux gars, vous n'avez pas des cachons, je sais pas quoi. Je tombais dans les pommes. Et le dernier hôpital que j'ai fait, c'est l'hôpital Sainte-Anne. Et là, je me suis retrouvé de 19 ans à 21 ans sous tutelle de juge. Et le contrat, c'était, Elina, on va t'aider à une seule condition, que tu ailles voir un psychiatre 2 fois par semaine. Et je crois que ça m'a sauvé la vie. Et à ce moment-là, vous dormiez à Sainte-Anne? Non, en fait, je suis resté 3 mois à Sainte-Anne. Et puis ils m'ont dit, Elina, on ne peut pas te garder, nous, on n'est pas un hôtel. Hein. Et après, j'ai été prise sous tutelle de juge. Et sous cette tutelle de juge, j'avais un éducateur. Et il m'avait trouvé un foyer. Enfin, là, par contre, pendant jusqu'à mes 21 ans, j'ai été en foyer à Aubervilliers. Et puis après, bon, dès que la prise en charge a été terminée, bon, c'est comme ça. Retourner à la rue? Moi, j'ai été violé dans le foyer. Puis après, c'était un dealer. Enfin bref, ça s'est très mal passé. Et après, j'ai rencontré un type qui était amoureux de moi. Enfin, je ne sais pas s'il était amoureux, mais en tout cas, je savais que je pouvais aller dormir chez lui de temps en temps. Mais le fait, en tout cas, de savoir que je pouvais compter sur un psychiatre à n'importe quel moment, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Parce que, voilà, c'était une psychothérapie comportementale. Et chaque fois qu'il m'arrivait des conneries ou cette violence qui était en moi, que j'arrivais pas à maîtriser, elle me... Même si sur le moment, j'étais très en colère contre elle, je disais, de toute façon, vous êtes fastoche, vous connaissez rien. Mais n'empêche que ça faisait son cheminement dans ma tête, quand même. Mmh. Et puis petit à petit, voilà, j'ai rencontré la super rencontre, Marie Desplechin. Et quand elle a appris que j'étais dans le crack, parce que vous imaginez bien que quand je l'ai rencontrée, je lui ai pas dit, je vous préviens, Madame Desplechin, je suis dans le crack. Hein. Je lui ai dit, je promis, j'en reprendrai plus. Et puis le contrat, c'était, ben, si j'en reprends, je retourne à la rue. Et ça, non, je voulais pas retourner à la rue. Donc après, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé comme ça. J'étais en foyer, Donc il y a eu j'ai des fait l'armée du malentendus quand salut, même? j'ai fait plein de trucs. Quoi. D'accord. Mais vraiment, la rue, comme vous le dites, c'est de mes 18 ans à mes 19 ans. Qu'est-ce que tu connais de la rue que nous, on ne connaît pas? Ben, je crois que souvent les gens s'imaginent, quand on est dans la rue, on est toujours triste, qu'on pleure tout le temps, alors qu'en fait, bah, on se marre aussi dans la rue. Enfin bon, moi, d'ailleurs, dans mon spectacle, je l'ai écrit avec beaucoup d'humour et tout ce que je raconte est vrai. Je raconte toutes les conneries qu'on faisait, mais en fait, voilà, je pense qu'en fait, les personnes qui sont pas à la rue fantasment beaucoup sur les personnes sans abri. Et quand tu es sans abri, tu fantasmes aussi beaucoup sur la société civile. Enfin, ce que j'appelle la société inclusive, qui est inclus, quoi. Et moi, tout le travail que je fais actuellement, justement, c'est de créer cette passerelle. Par exemple, la première fois, je m'en rappellerai toujours, que j'ai été invité à Bordeaux par le MEDEF pour faire une conférence sur le sans-abrisme. Mais si vous saviez la trouille que j'ai eue à l'idée de rencontrer que des bourgeois, mais c'était horrible. Et en fait, quand on a dîné, je dis alors, dis-leur. Ils m'ont dit, ben, et je me rappellerai toujours de cette femme qui avait un très beau chapeau. Elle m'a dit, ben, rassurez-vous, mademoiselle, nous aussi, on avait peur de vous. On se disait, qu'est-ce qu'elle va nous balancer dans la figure? Et là, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, on avait peur l'un de l'autre sans se le dire. Et ça, maintenant, j'en suis convaincu qu'en fait, on fantasme les uns les autres, alors qu'en fait... mais je pense que ce que les personnes ne savent pas,
c'est peut-être... Enfin, les personnes qui ne sont pas à la rue ne connaissent pas la dureté. Et peut-être ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que je dis toujours cette phrase, la rue, ça peut arriver à tout le monde et pas à n'importe qui. En fait, derrière chaque personne à la rue, il y a une histoire tordue. Parce qu'on ne se retrouve pas à la rue par hasard. Moi, par exemple, j'ai plein de copines qui ont été à la DAS comme moi. Elles n'ont pas fait 15 ans ou 17 ans de rue, quoi. Parce que peut-être elles n'ont pas été abusées sexuellement quand elles étaient petites. Peut-être qu'elles ont été mieux éduquées. Peut-être que... Pour plein de raisons, quoi. Mais tout... même s'il y a beaucoup de gamins qui sont à la rue entre 18 et 25 ans actuellement, mais il y en a plein qui ne sont pas à la rue. Hein. Il y en a qui sont suffisamment bien construits dans leur tête pour se démerder autrement, quoi. Donc, ça vient bien de l'enfance, tout ça. Et même les personnes qui n'ont jamais été à l'aide sociale à l'enfance, à un moment donné, bah, il y a une faille suite à un deuil, suite à un licenciement, suite à un parcours de vie, la faille devait être déjà là, mais ils ne le savaient pas, parce qu'il y avait le cadre. C'est quoi cette faille dont vous parlez? En fait, j'arrive plus à me battre, non, je lâche. c'est-à-dire que chacun d'entre nous, ouais. Moi j'ai toujours ça. En principe, une personne doit être capable de tenir debout toute seule. Et souvent, une personne, pourquoi être chien? Parce qu'elle a un travail, parce qu'elle est mariée, elle a des enfants, elle a une passion, voilà, elle a un cadre. Alors son cadre, chacun crée son cadre. Et puis un jour, alors, moi je pense que chacun d'entre nous, on a une faille qu'on ne connaît pas des fois. Alors quand on la connaît, c'est mieux, parce qu'au moins on peut en parler et se soigner. Mais quand on ne connaît pas cette faille, le jour où le cadre pète, ben la faille, elle est béante. Et elle sort. Et là, l'individu s'écroule. Parce que si toutes les personnes qui divorcent se retrouvent à la rue, ça se saurait. Si à chaque fois qu'il y a un deuil dans une famille, la famille se retrouve à la rue, ça se saurait. Si à chaque fois que quelqu'un est licencié, il se retrouve à la rue. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y avait... La faille était déjà là. Et c'est tout. Par exemple, on dit que dans la rue, les gens boivent. Mais en fait, la plupart du temps, les gens se retrouvent à la rue parce qu'ils étaient alcooliques. C'est ça, il faut dire. Et c'est dans ce sens-là. Et donc, bon, vous êtes sortie de la rue. Aujourd'hui, vous êtes actrice. Vous travaillez un peu avec Beaucoup. Hein. Pas qu'un peu, mais avec des politiques. Vous êtes aux grandes gueules. Comment tout ça arrive? Eh bien, en fait, quand je me suis stabilisée dans cette chambre de bonne de 2002 à 2022, donc 10 ans à peu près, ouais, c'est 10 ans, en fait, dans mon parcours sans domicile fixe, un jour j'ai participé à un projet de réinsertion pour jouer les bas-fonds de Maxime Gorky en 98, projet sur 2 ans, au Théâtre National de Chaillot. Et quand le projet a été terminé, ben, les sans-abri, on s'en foutait, quoi. Et en janvier 1999, la colère m'a pris et je me dis, moi je vais écrire mon spectacle. Je mettrai le temps qu'il faut, mais je l'écrirai. Parce qu'on avait été très médiatisés, mais enfin, pour se réinsérer, c'était pas terrible. Moi, par exemple, la presse... parce que le but, c'était de se réinsérer, de montrer qu'on était capable d'apprendre un texte, d'être... par exemple, pendant ce projet, il y a quand même plein de sans-abri qui sont retournés chez le dentiste. Mais les journalistes, eux, nous ont médiatisés. Je parle de mon cas. J'avais fait quand même toutes les boîtes échangistes avec des patrons, quoi. Excusez-moi. Après, pour qu'un patron m'appelle, que sa femme dise « Attends, tu l'as... » Enfin, je sais pas. Enfin, bon, bref, ça m'avait mis très, très en colère. Et donc, pendant 10 ans, j'ai écrit mon spectacle, j'ai fait des ménages, j'ai toujours travaillé. Je me suis payé des cours de clown, des cours de mime. Enfin, j'ai fait plein de trucs, quoi. J'ai animé des ateliers théâtre pour les enfants qui n'ont pas accès à la culture, évidemment. Enfin, j'ai fait un tas de choses. J'ai travaillé pour l'association Sœur Emmanuel et tout.
Et en 2012, j'ai loué un petit théâtre, le Bourville. Vous Pendant aviez mis de l'argent de côté pour faire ça, j'imagine. Pas vraiment, mais comme la chambre de bonne, Marie, Desplechin me l'a loué qu'à 150 €. D'accord, oui. Donc, Il restait de l'argent. je payais 600 €, mais c'était comme un loyer, quoi. Et pendant 6 mois, j'ai joué mon spectacle. Et moi, à la base, je l'avais joué que pour les parlementaires et les élus et les travailleurs sociaux. Et le bouche à oreille, c'est très bien fait. Et après, je me suis retrouvé à Avignon. Après, de fil en aiguille, j'ai eu la presse, dont Libération, qui a fait mon portrait. Et après, Flammarion m'a proposé d'écrire un livre. Et c'est à partir du livre qu'après, bon, c'était l'autoroute, quoi. Voilà, après, il y a les grandes gueules qui m'ont invité. Après, ils m'ont proposé. En plus, peut-être qu'ils n'avaient pas le profil, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'il y a une femme voilà, qui s'en sort au bout de tant d'années, tant d'addictions. Parce que en plus, quand on est addict, on l'est à vie, hein. Voilà, puis après, bon, voilà, il y a des. Voilà, après, voilà, c'était le tapis rouge. Après, les gens. Et donc le monde politique a commencé aussi à vous Ouais, les contacter? politiques se sont intéressés à moi, dont je m'en rappelle, j'avais rencontré Madame Pécresse. Et en 2018, d'ailleurs, elle est même venue voir mon spectacle. Et après, elle m'a proposé d'écrire, de faire un rapport sur le sans-abrisme des femmes. Elle m'a dit, toi, je sais de quoi, tu sais de quoi tu parles. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens en sécurité? Très bonne question. Est-ce que je me sens en sécurité? Non. J'ai confiance en personne. Évidemment que j'ai confiance en apparence. Bien sûr que je suis capable d'avoir des relations sociales avec tout le monde. Mais au plus profond de moi, je me méfie toujours des gens. Et non, je ne me sens pas en sécurité. Alors évidemment, je me sens plus en sécurité qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, c'est tout le travail que je fais encore avec mon psy, puisque c'est ça qui parfois crée des crises de panique. Je peux vous raconter un truc tout bête. Un matin, je me lève. Alors, parce que je fais beaucoup de cauchemars, hein, et c'est des cauchemars récurrents. Le matin, je me lève. Je devais aller travailler. Et là, je me suis mis à paniquer, mais chez moi, quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, j'ai vite appelé mon psy, il m'a dit, calmez-vous. J'ai appris à respirer et tout. Et en fait, j'ai appelé mon employeur en question. Moi, je ne mens pas, je dis la vérité, je ne veux pas mentir, hein. Bon, comme je suis vacataire, ça va, quoi, je veux dire. Et je lui ai dit, écoutez, soit je travaille de chez moi, mais il faut que je me calme. Et bon, la personne, elle a très bien compris. Et puis, heureusement, ça m'arrive pas tous les jours. Mais ces crises de panique, eh ben, ça vient de ce truc insécure en moi. Mais intellectuellement, je sais qu'il va rien se passer. Mais mon corps ne le sait pas encore. Mais dans ma tête, je sais. Par exemple, l'autre fois, la protection civile m'a dit, ah, Elina, est-ce que tu pourrais venir faire une maraude nautique avec nous, parce qu'on a besoin de gens comme toi pour parler de nous et tout. Je savais qu'il n'y avait que des hommes. Mais pendant toute la journée, j'ai flippé. J'ai dit, je vais leur demander si je peux t'accompagner. Je me suis dit, attends, je vais être avec que des hommes sur le bateau, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, dans ma tête. Alors après, je me reprends, je me dis, mais arrête de t'inventer des histoires, c'est la protection civile. Mais mon corps, il dit autre chose. Et j'ai appelé un ami, il m'a dit, t'inquiète, je vais t'accompagner. Et en fait, il n'y avait aucun risque. Mais c'est pas rationnel. C'est viscéral. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pareil, parce que ça, je ne l'ai pas raconté, mais dans la rue, il faut savoir aussi qu'il y a des femmes qui ont abusé de moi aussi, hein. Mais les femmes, c'était bon, c'était moins. Voilà, je veux dire, c'était plus doux, on va dire. Mais il y en avait, c'était pour. Voilà, vous voulez coucher avec moi, quoi. Bon, je disais rien, c'était moins pénible que les hommes, quand même. Et cette pulsion du sexe ne disparaît pas, justement, dans ces moments de survie? Moi, c'est quelque chose qui m'étonne dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand on est dans un tel état de survie, la pulsion sexuelle surgit quand même lorsqu'il y a, voilà, il faut manger, il faut dormir. Enfin, pour moi, ça me semble arriver,
tardivement, et en fait, là, vous nous dites que, ben, elle continue à être là. Ouais, non, elle est quand même présente. Mais euh, par exemple, moi, je sais que enfin, au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis incapable de tomber amoureuse. Je ne suis jamais tombée amoureuse et je crains que ça ne m'arrive jamais. Parce que c'est tellement fort en moi, l'incapacité de donner toute ma confiance à quelqu'un. Il n'y a qu'aux enfants que je la donne. D'ailleurs, il n'y a qu'avec les enfants que je me sens en sécurité. Et mes copines, souvent, elles me disent, mais ça te manque pas de ne pas avoir de relations sexuelles? Mais comment ça pourrait me manquer? Je connais pas le plaisir, moi, de la relation. On est en manque quand on trouve du plaisir dans quelque chose. Moi, voilà, un verre de champagne, ça peut me manquer. Une cigarette, ça peut me manquer. Mais le plaisir sexuel, non. Moi, ça m'intéresse pas. Et même pour moi, c'est danger, quoi. C'est danger public. La violence, ouais. Tu rentres pas, quoi. C'est peut-être la seule intimité que j'ai, au fond. Je comprends. Ouais. Elina, merci infiniment pour cet entretien. On rappelle aux personnes qui nous regardent qu'elles peuvent se procurer ton livre « Longtemps, j'ai habité dehors » paru chez Flammarion, et aller voir ton spectacle aussi, Des quais à la Seine. Merci beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu qu'on produit vous plaît. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Partagez cette vidéo autour de vous, likez-la et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous nous soutiendrez, plus on pourra en fait continuer à produire des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble, main dans la main. Donc s'il vous plaît, faites cet effort-là, ça changera tout pour nous. On compte sur vous et puis si vous avez envie, vous pouvez en plus de ça nous faire un don. Les infos sont sous la vidéo. Merci et puis surtout à bientôt.